à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai décidé de vous faire un update lecture et de vous présenter les 3 derniers livres que j'ai lus. Je vous présente 3 et non 4 livres parce que ces derniers mois, je n'ai pas lu énormément. J'avais pas mal de boulot à la fac et en plus, j'ai été prise d'une panne de lecture et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais bon, c'est juste horrible. Le pire, c'est que j'avais vraiment envie de lire, mais c'est que j'avais toujours cette petite voix dans ma tête qui arrêtait pas de me répéter ça. Tout ça vos postes, elle a envie de lire. Distraction numéro 1, empêche à sa bibliothèque. Distraction numéro 2, donne-lui envie d'aller voir une série télé. Distraction numéro 3, rappelle-lui qu'elle a un devoir à rendre pour lundi. Et moi, je vais m'assurer qu'elle n'arrive pas à lire un chapitre entier. Vous l'aurez compris, avec une situation pareille, pour moi lire ces derniers mois ça a été assez compliqué. En premier, on commence par un livre qui a fait énormément parler de lui cet été sur les réseaux sociaux, mais aussi au mois d'octobre, puisque c'était sa sortie française, et il s'agit tout simplement d'Harry Potter et l'enfant maudit. Tout d'abord, pour ceux qui souhaitent lire ce livre, il faut vraiment retenir des infos essentielles qui vont vous permettre vraiment d'aborder cette lecture de manière objective. La première, ce n'est pas un 8e tome, c'est juste une histoire en parallèle. Ce n'est pas J.K. Rowling qui a écrit le livre, certes son nom est écrit en gros sur la couverture, mais l'auteur de ce script, parce que bien entendu il faut bien garder en tête que c'est un script d'une pièce de théâtre et non un roman, et ça c'est aussi très important, c'est Jack Thorne et non J.K. Rowling, et il y a beaucoup de gens je pense qui l'oublient et qui ont été déçus un peu face à ça. Faut vraiment se dire que ce n'est pas un 8e tome, mais que c'est vraiment une histoire qui est un petit peu en extra, une histoire en complément en fait de l'univers de J.K. Rowling. La deuxième, comme j'ai évoqué plus tôt, c'est une pièce de théâtre et non un roman, c'est-à-dire que ici on n'a que la partie on va dire brute, puisqu'on n'a que le texte et non la mise en scène, puisque je pense que la vision de cette histoire, la vision de cette œuvre est totalement différente quand on la voit mise en scène avec le décor, les personnages, le jeu d'acteurs, les costumes, les effets spéciaux, etc. Je pense que c'est complètement différent. Je sais pas trop comment vous dire ça, mais pour moi, le fait qu'on ait lu que le texte, on a que la moitié, voire le tiers de cette histoire, et pour vraiment, je pense, avoir un avis complet, il faudrait voir la pièce de théâtre, et je pense que c'est hyper important, et qu'on voit cette histoire de manière très différente après avoir vu la pièce de théâtre. Personnellement, je n'ai pas vu la pièce de théâtre, donc mon avis se réduira seulement au texte de cette pièce. Cette histoire commence là où le 7e tome de J.K. Rowling s'est terminé, puisque on revoit notre trio, Harry, Ron et Hermione, qui laissent leurs enfants partir vers Poudlard. L'histoire va se concentrer sur le second fils d'Harry, Albus Severus Potter, qui est un garçon un petit peu grognon, timide, introverti, qui a tendance à s'exclure un petit peu du monde, et surtout, pour lui, le nom de Potter, c'est vraiment un fardeau. On va suivre ce jeune homme durant les 3 ou les 5 premières années à Poudlard, et on va voir qu'il va se lier d'amitié avec un personnage très intéressant qui est Scorpius, qui moi a été mon chouchou, qui est tout simplement le fils de Drago Malfoy. Et face à une situation qui s'offre à eux, ils vont volontairement s'embarquer dans une aventure assez extraordinaire et farfelue, une histoire de temps pour défier leurs pères respectifs et défier tout ce qu'on peut dire sur eux et quelle étiquette on leur attribue. Mais malheureusement, ils ne vont pas se rendre compte de la conséquence de leur acte. En premier, je vais commencer par vous parler des personnages et tout simplement de nos héros principaux qui sont Albus et Scorpius. Albus, c'est vraiment le héros un petit peu grognon qui ressemble beaucoup à Harry dans le livre L'Ordre du Phénix. Certes, je vais pas vous cacher que parfois il est vraiment agaçant, mais c'est aussi ce qui fait sa personnalité. Et après on a Scorpius qui, je pense, est le chouchou de nombreux de lecteurs parce que tout simplement déjà c'est un des personnages qui casse les codes des Serpentards, parce que les Serpentards on a toujours tendance à les associer aux méchants, mais j'aime bien le fait qu'on ait un héros de Serpentard vraiment attachant, parce que voilà, je pense pas qu'il y ait de maison pour les gentils, pour les méchants, etc. Je pense pas que ça se passe comme ça. Et donc j'étais vraiment heureuse d'avoir le personnage de Scorpius dans cette histoire. On va aussi retrouver des personnages que l'on connaît bien, c'est-à-dire Drago, Harry, Ron, Hermione, Ginny. Et là, je vais être honnête avec vous, mon avis est très mitigé sur le portrait de ces personnages. Il y a des choses que j'ai trouvées complètement inutiles. Par exemple, comment la relation entre Hermione et Ron est abordée, j'ai trouvé ça un petit peu débile et irréaliste, pardon. Enfin, débile c'est peut-être un mot fort, mais il y a vraiment des passages où je trouvais
que je trouvais que c'était inutile et vraiment gnangnan. Et pour moi, je vois pas du tout la relation amoureuse entre Ron et Hermione comme ça. C'est sûr que ces personnages sont adultes et donc ils ont grandi, mais pour moi, ces personnages, ils ont vraiment une essence qui a été créée par J.K. Rowling et qui fait qu'on s'identifie à eux, qui fait qu'ils sont si particuliers et qu'on les adore et qui pour moi ici a été complètement dénaturé. Après je peux pas mettre tout sur le dos du livre parce que enfin faut vraiment garder en tête que c'est un script, que c'est une pièce de théâtre et donc tout s'enchaîne très très vite et donc il y a vraiment pas le temps d'approfondir la psychologie des personnages. Concernant les péripéties, ne vous attendez pas du tout à quelque chose d'inédit, il y a beaucoup d'éléments magiques et de scènes, d'actions qui sont reprises dans l'histoire de l'histoire de J.K. Rowling. Je pense vraiment que ce script et cette pièce de théâtre n'a pas vraiment été faite pour donner une nouvelle perspective à l'histoire de J.K. Rowling, mais juste pour donner un clin d'œil à cet univers et pour rendre un petit peu hommage à cet univers qu'on aime tant et faire plaisir aux fans. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut voir l'œuvre. Pour revenir en dernier sur les points négatifs, et ce sera la dernière chose que je dirai, c'est tout simplement le dénouement, que moi j'ai trouvé tout simplement improbable et pas possible. Si vraiment il y a un réel point noir que je retiendrai de ce script, ça serait vraiment ce dénouement. Mais moi je suis assez d'accord avec tout ce qui a pu être dit et le fait que c'est complètement improbable, surtout par rapport au comportement du personnage qui gravite autour de cette histoire de l'enfant maudit. En conclusion, enfin pour moi cette œuvre, faut pas non plus cracher dessus, il y a eu énormément de haine et même s'il y a beaucoup de choses que je cautionne pas, faut pas non plus décharger sa haine sur J.K. Rowling ou sur les acteurs ou sur tous ceux qui ont écrit cette pièce de théâtre parce que tout simplement je pense que n'avoir lu que le livre c'est pas assez. Faut vraiment voir la pièce de théâtre et là on pourra se faire un avis réel dessus. Donc j'espère vraiment que le DVD de cette pièce va sortir un moment ou un autre parce que ça permettra vraiment d'avoir un avis objectif sur cette histoire. On change complètement d'univers puisque maintenant on va passer à un classique puisqu'il s'agit de l'œuvre de Zola que j'ai lu il y a quelques semaines. Si vous suivez mes vidéos déjà un petit moment, eh bien vous devez savoir que j'ai adoré Au bonheur des dames de Zola, c'est vraiment le livre que je préfère de cet auteur et même si l'œuvre n'arrive pas à détrôner Au bonheur des dames, c'est vraiment un très bon roman que je vous conseille fortement. Si vous vous intéressez à tout ce qui est le monde de l'art, la condition de l'artiste au 19e siècle, eh bien cette œuvre est faite pour vous. Zola peint avec réalisme la condition de l'artiste et on va suivre dans cette histoire plus précisément Claude Lantier qui est un peintre, on va dire un petit peu déchu, un petit peu tourmenté. Le problème de Claude, c'est qu'il n'arrive jamais à terminer son œuvre ou pas comme il le voudrait. À chaque fois, il y a toujours un sentiment d'inachèvement dans ses œuvres et malheureusement, c'est ce qui va tourmenter le poète toute sa vie. Donc oui, c'est une œuvre assez conséquente parce qu'on va suivre la vie de ce poète, de sa jeunesse à sa mort et on va suivre aussi tous les artistes qui gravitent autour de lui parce que bien entendu il n'est pas seul dans cette aventure, il n'est pas seul à Paris, il y a des modèles, des sculpteurs, des écrivains, des journalistes, etc. Et eux aussi on les voit évoluer tout au long de l'histoire et c'est extrêmement intéressant. L'écriture de Zola est juste magnifique, on a de très belles descriptions sur l'atelier où l'endroit où vit le poète et où il s'inspire. Il y a vraiment de très beaux passages sur cette inspiration qui prend le poète aux tripes. On a également de très beaux tableaux faits de Paris, mais aussi ce que j'ai adoré, c'est la description des œuvres picturales. D'ailleurs, certaines d'elles sont tirées de véritables œuvres qui aujourd'hui sont mondialement connues. Par exemple, l'une des œuvres de Claude, intitulée Plein air, ressemble énormément à Un déjeuner sur l'herbe de Manet. Et j'ai trouvé ça juste superbe comment la relation entre l'artiste et son œuvre était développée, mais aussi la relation entre l'artiste et le monde. Donc si vous êtes passionné d'art ou que vous avez envie d'en apprendre davantage sur l'art ou la peinture au 19e siècle, l'œuvre de Zola est juste parfaite. Et on termine avec ma dernière lecture que je vous ai présentée dimanche sur mon blog, puisqu'il s'agit de Un songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Je ne connaissais pas du tout Clémentine Beauvais, mais quand j'ai vu la vidéo de Tartine aux pommes sur ce livre, qui a été un réel coup de cœur pour elle, eh bien ça m'a motivée fois 1000 à le lire et à le mettre dans ma wishlist. D'ailleurs je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle m'a vraiment donné envie de découvrir cette œuvre qui est extrêmement originale. Le fait que cet auteur ait utilisé des vers et
une mise en page très poétique pour décrire son œuvre. J'ai trouvé ça juste magnifique. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on se réapproprie la lecture sous un nouvel angle. Parfois on a vraiment des éléments de structuration dans le texte qui ressemblent beaucoup à des calligraphes et qui vraiment donnent un côté image à la lecture. Par exemple, au début du texte, on a un personnage qui descend un escalier et on a vraiment cette structure du texte comme si on voyait l'escalier qui descendait. Et le fait que ce roman a vraiment un caractère assez poétique, ça donne vraiment une autre dimension au personnage et on comprend en fait pourquoi l'auteur a choisi une mise en page aussi spéciale, parce que ces personnages sont vraiment particuliers et attachants. Cette histoire tout simplement, c'est l'histoire de Tatiana et Eugène qui ont eu une brève relation amoureuse quand ils étaient adolescents, et 10 ans plus tard, quand ils approchent environ de la trentaine, ils se retrouvent par hasard dans le métro, je crois, oui c'est ça, et face à ça, il y a plein de souvenirs d'antan qui vont revenir. Il y a toute cette question sur cette relation amoureuse qui va se poser. Voilà, si est-ce que il est encore possible que ces deux personnages se remettent ensemble, qu'ils aient une relation amoureuse. C'est une histoire assez simple au départ, mais la manière dont c'est abordé et la manière dont c'est écrit, c'est vraiment très original. Il y a vraiment un ton assez léger, doux, fleur bleue quand on évoque les premières relations amoureuses, mais d'un autre côté, quand on bascule un petit peu dans le présent, il y a quelque chose d'un petit peu plus concret et on plonge vraiment en fait dans la psychologie de ces personnages qui essayent vraiment d'analyser leurs sentiments amoureux. Peut-être que certains d'entre vous ont un petit peu peur du côté abstrait et poétique de cette œuvre, mais honnêtement, faut pas du tout avoir d'inquiétude, même si au début c'est un petit peu déstabilisant de plonger dans une nouvelle écriture comme ça. C'est vraiment hyper agréable à lire. Et en plus, ce qui a été fait pour un petit peu contrebalancer le côté poétique et un petit peu abstrait, il y a un personnage narrateur qui a été créé et donc qui parfois se moque des personnages ou qui parfois a les mêmes réactions que nous lecteurs. Et moi j'ai adoré ce personnage lecteur parce que à la fois on plonge dans un univers romanesque et on croit à cette histoire, et à la fois il y a toujours ce personnage narrateur qui nous rappelle que c'est bien une fiction et que c'est lui qui contrôle les personnages et le récit. En tout cas, si vous n'avez pas encore lu Songe à la douceur, je vous le conseille fortement si vous aimez tout ce qui est romance. Et c'est vraiment une romance, comme je disais, inédite, avec un côté poétique, même si parfois les sentiments des personnages sont un petit peu fleur bleue, un petit peu excessifs. On aborde vraiment la romance sous un nouvel angle et c'est vraiment, je pense, une expérience à faire avec ce livre. Voilà, cette lecture est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire l'un de ces 3 livres. Et surtout, si vous avez lu l'un de ces 3 livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Bien entendu, vous pouvez trouver plus d'informations sur mon blog avec des critiques un chouïa plus détaillées que ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!